Bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est bientôt le début du week-end. Je vais prendre 5-6 minutes de votre temps si vous voulez pour faire un petit podcast, un petit édito. En fait, j'ai vu la vidéo de Thomas et je dis j'ai envie de faire un truc. J'ai envie de faire un petit truc sympa. Ça coûte rien en ce moment. En plus, on est vraiment dans les coulisses du club cette année. Comme on l'a jamais été, on est vraiment dans, dans le House of Cards, comme on dit. Donc, vraiment une série. Alors, c'était un de mes éditos, je crois que c'était House of Cards version OL. C'est vraiment ça. Euh, j'ai envie de faire un petit édito, ce qu'on appelle un portrait chinois. Et essayer de deviner un petit peu en composant les pièces du puzzle ou en prenant un pinceau très finement et en essayant de poser la palette comme les pointillistes le faisaient en peinture, parce que j'aime beaucoup la peinture. C'est-à-dire qu'en fait, on découvre au fur et à mesure, en pixelisant, si vous voulez, dans le langage moderne, euh, le portrait de Jean-Michel Aulas. Thomas m'envoie un SMS, c'était il y a 2 jours, il me dit: qu'est-ce que t'en penses, mon grand? Parce qu'on se parle comme ça des fois. Et je dis: oh, qu'est-ce que c'est ça? Il m'envoie les bribes, les highlights de l'interview de Jacques Vendroux, au grand Jacques Vendroux, dont le papa était copain avec De Gaulle. Donc vous voyez, on est toujours dans la jeunesse ultime entre Jacques Vendroux et Jean-Michel Aulas. C'est sûr que cumulés, ils doivent atteindre quasiment pas loin de 2 siècles à chacun, bientôt. Ouais, je plaisante un peu. Les 150, les 160 ans à peu près, voilà. C'est ça la jeunesse, c'est ça la place des jeunes, quand on a le pouvoir médiatique et le fric. On laisse la place, comme Drucker. Peu importe. Jacques Vendroux, donc, l'interview avec Jean-Michel Aulas, où le titre repris par l'équipe, je ne suis pas un vieux schnock. Alors déjà, le fait d'affirmer ça, déjà, on avoue qu'on l'a un peu des fois, donc c'est un peu con bon. Jean-Michel Aulas a dit ça, bon, pourquoi pas, il a de l'humour, imaginons. Et Thomas m'envoie ça, je dis: oh, dis donc, il y a du lourd, mon Thomas. Et la semaine dernière, Thomas m'envoie un autre truc. Il me dit: qu'est-ce que t'en penses, mon grand? Et c'était Peter Boss. Et j'ai dit: ça sent le pâté, ton truc. Ça sent le pâté. Peter Boss, une semaine avant, a dit: on a des rendez-vous réguliers avec Vincent Ponceau et avec Jean-Michel Aulas et mes adjoints. Je ne dirai pas ce qui s'est passé en interne. Patati patata, on voit, on avance de notre côté. Je ne dirai pas et je ne trahirai pas ce qui s'est passé en interne. Alors 2 fois en 3 lignes. Alors, généralement, quand vous dites ça, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Là, je dis à Thomas: laisse B. Il y a une deadline. Il y a une deadline pour son départ. Une semaine après, interview de Jean-Michel Aulas auprès d'Europe 1 et Jacques Vendroux. Donc là, la vidéo que Thomas a faite la dernière porte là-dessus. Bah, Jean-Michel Aulas, il a pas attendu 5 jours pour nous balancer ce qui s'était dit. Bah non, autant le balancer au public. Profitons. Amusons-nous. J'ai dit à Peter et à sa team: si tu redresses pas la barre avant fin février, tu gicles. On n'est pas des cons. Ah bah si, faut, excuse-moi, aller le dire au public. Alors maintenant, c'est simple. Comme j'ai dit à Thomas, j'ai dit: tu fais un calcul de très con. C'est un mec qui touche 3 patates et demi par an, 3 millions et demi par an. Il est recruté jusqu'à mai 2023. Fais le calcul. Le gars, il en CDD. Tu le fous dehors, il n'y a pas de faute grave. Il prend toute la thune. Moi, perso, je suis à la place de Peter Boss, et pourtant, vous savez quel point je porte dans mon cœur sa science tactique et technique du football. Peu importe, maintenant, lui, c'est fini, l'aventure pour lui. Parce que là, inéluctablement, à partir du moment où c'est balancé, c'est que c'est déjà foutu pour lui, on cherche un remplaçant. Parce qu'on peut pas balancer ça à mi-janvier et puis continuer la saison jusqu'au mois de mai comme si de rien n'était avec lui. C'est complètement improbable. C'est comme Juninho qui vous dit en novembre: j'arrête en mai. Ben non, t'arrêtes pas en mai. T'es manager, c'est bon. À partir du moment où tu dis que t'arrêtes, tu poses les clés, c'est comme un commercial. Tu poses les clés, c'est fini. Tu dis que tu vas aller bosser chez le concurrent, c'est fini. Le mec, il t'enlève les clés, le patron, et tu bosses plus. Il est pas con, le mec. Donc, je me dis: Juninho, il dit qu'il arrête au mois de mai. Super. Bah non, je dis à Thomas: t'inquiète, ça va durer un mois l'histoire, c'est fini. En l'occurrence, ça a duré un mois. Mais t'es pas trompé. Bon. Petite expérience du management comme ça. Entre autres, un peu plus que Juninho, mais beaucoup moins bien payé que lui. Enfin, peut-être que je trouve la ficelle quand même, un jour, parce que s'il y en a qui connaissent les ficelles, je pense qu'il y a pas mal de mecs qui écoutent les éditos et la chaîne de Thomas, on peut tous aller prendre 150 patates par mois pour aller faire de la merde. Excusez-moi comme ça. Je suis pas jaloux, c'est juste qu'ils sont super nuls les mecs. Donc le mec, il annonce: au mois de novembre, je me casse. Bon, bah là, Peter Boss, évidemment, il va pas rester. Maintenant, on le sait, mais de toute façon, on le savait. On savait pas si c'était décembre, janvier ou février. Bon, de toute façon,
Dès les matchs amicaux contre Porto, on se dit ça sent le pâté, c'est moche, c'est pas bon, ça sent pas bon. Alors, après, le discours de façade, c'est comme les politiciens, ça tient 100 jours. Moi, ça a tenu 10 jours chez moi. J'ai vu les matchs contre Porto, j'ai dit, oh putain, c'est mort, le mec, ils attaquent à 15, ils défendent à 0, c'est mort. C'est bon, c'est Olivier Tom, son délire, c'est bon, quoi. Donc, ok, parfait. On continue. Donc, je me suis dit, je vais faire... Thomas m'envoie donc, je reviens sur mon fil directeur, Thomas revient donc, m'envoie le truc de Peter Bosz la semaine dernière, je dis ça sent pas bon. Traduction dans les faits, Aulas, une semaine après, il révèle ce que Peter Bosz n'a pas voulu révéler à l'équipe il y a une semaine. Il dit, c'est fini fin février avec Bosz, si ça redresse pas la barre. On n'est pas idiot. Bah si, t'es idiot de le sortir. Comment tu peux sortir ça? Mais c'est incroyable en tant que patron. Ça sert à quoi de faire ça? Envoyer un message au futur coach? Personne n'a envie de venir. Personne n'a envie de venir. Mais Laurent Blanc, moi, j'aime pas le mec, mais bon, peu importe. J'aime pas le mec, j'aime pas le coach. Mais bon. Mais même, allez, à combien même ils viennent? Mais personne n'a envie de venir dans ce contexte de merde. Oh! T'es quand même un mec, t'as 3 attaquants sur Cannes, 4 qui sont à la Cannes. C'est Slimani, Kadewere et Toko Ekambi. T'as un mec, cette année, qui arrive pas, parce que ça fait 1 an qu'il a pas joué au football, c'est Moussa Dembélé. J'avais dit de toute façon à Thomas, quand l'Atlético nous l'a rendu, qu'il allait se péter, parce qu'il a pas joué pendant 6 mois. En l'occurrence, il s'est pété. Bah oui, hein, voilà. Désolé, des fois, je fais des révélations, mais c'est tellement évident qu'en fait, je comprends même pas que chez les pros, ils le voient pas, ça. Donc, bon, il s'est pété, il est trop gros. Il court, je pense qu'au 100 mètres, il met 5 secondes de plus qu'avant. Enfin, c'est peut-être au moins, il a perdu au moins 5 mètres sur 100 mètres par rapport à avant en course. Il fait plus de différence à l'épaule, comme avant. Contre Thiago Silva, je me souviens qu'il faisait une sacrée différence quand il avait provoqué un péno. Il fait plus de différence. Il est pas en confiance, ça va pas. Donc on a, ça n'a pas été anticipé, le fait qu'on ait 3 attaquants sur 4 à la Cannes, qu'on a qu'un avant-centre, et qu'on va encore remettre Paqueta avant-centre qui a pas envie de jouer à ce poste, et ça le saoule, et c'est pas son poste. Voilà. Même si ça reste un excellent joueur. Donc, je me dis, voilà, on a le Aulas qui commence l'année 2022 comme sur des chapeaux de roue. Ça continue. Donc, il dit, mon entraîneur, de toute façon, il est lourdé. Bon, de toute façon, il va être lourdé. Donc, ça fera son 3e entraîneur lourdé quand même en... Si je calcule bien, 35 ans, c'est ça, hein, maintenant, presque. Donc, à savoir Guy Stéphane. Bon, en l'occurrence, il s'en est pas si mal sorti derrière avec Deschamps. Il va faire entraîneur adjoint. Champion de France avec Marseille... avec Monaco, il avait fait un super parcours en Ligue des Champions, et puis quand même l'équipe de France derrière. Notre ami Silvino, puis alors là maintenant ça accumule. Hein. Puis là maintenant c'est celui qui est viré maintenant, c'est en cours d'exercice, c'est Peter Bosz. Donc c'est-à-dire que là ces derniers temps ça vire beaucoup plus qu'en 35 années. Hein. Vous remarquerez, c'était en 96 pour Guy Stéphane, et maintenant là 2 mecs en 3 ans. Donc, là ça va vite maintenant. Avec Jean-Mich c'est fini la rigueur. Voilà. Maintenant, je me dis, quelle idée de sortir ça au 10 janvier. On est déjà dans la merde sportivement, il faut encore qu'il en remette une couche. C'est comme si en gros vous êtes en train de brûler, vous balancez et de l'huile et de l'essence dans le feu. Bon, vous allez me dire, vous brûlez plus vite, hein. C'est comme Jeanne d'Arc, ça brûle plus vite. Boum, là ça part comme un incendie. Donc je me dis à un moment donné, il faut que je fasse quand même un portrait chinois de Jean-Michel Aulas. Ce mec, il est patient. Il y a Nardone, qui est un journaliste de Lyon Capital, je crois, Thomas Nardone, qui avait fait il y a quelques années un livre non reconnu par Jean-Michel Aulas, c'est-à-dire une biographie, mais non reconnu. Bon, pourquoi pas, il a le droit, hein. On fait un livre sur vous, vous aimez pas le bouquin, vous aimez pas le contenu. Bon. Donc, Nardone avait fait un livre, moi je l'avais lu, hein, c'était il y a presque 10 ans, concrètement. C'était un bon bouquin, et j'avais été attiré un peu par le mec, parce que c'est un mec fascinant, Jean-Michel Aulas. Là, on le critique en ce moment, parce qu'il y a des erreurs de communication, évidemment, ça reste un grand bonhomme. C'est un gars qui, en termes de portrait chinois, n'a pas été reconnu à sa juste valeur par son père, qui s'appelle Michel Aulas, qui était un journaliste du Progrès et professeur de français à Villefranche, en l'occurrence. Il a fait son BTS informatique. Et pendant ses études, il a commencé, avec des copains, à avoir une appétence entrepreneuriale, très très vite, très très vite. Il a commencé à contacter des clients. C'était quelqu'un qui avait le sens des affaires extrêmement vite et très jeune, qui, dès l'âge de 38 ans, a pris l'Olympique Lyonnais alors qu'il avait la CJ dans plein développement sur les logiciels. Exceptionnel. C'est quelqu'un qui a un parcours fulgurant. Mais c'est quelqu'un qui, comme Pinault, si vous connaissez un petit peu, vous lirez les livres Les 1000 vies de François Pinault, passionnant. J'adore ce genre de personnage. Pinault a eu le même problème que lui, c'est-à-dire que Pinault était un fils de paysan breton. Vraiment très très pauvre. Très très pauvre. Très pauvre. Il n'avait pas de quoi manger. À 20 ans, il est parti à la guerre. En Algérie. C'est un drame absolu, des deux côtés. Hein.
Et à un moment, il s'est dit, je me suis retrouvé face à un jeune Algérien. Et il a dit, j'ai joué ma vie ce jour-là. Il avait un fusil, j'avais un fusil. C'était lui ou moi. Moi ou lui. Et ça vous forge une vie. C'est-à-dire qu'il aurait pu mourir à 20 ans. Bah, c'est le gamin d'en face qui est mort. C'est une tragédie. À 20 ans, c'est une tragédie. Hein. C'est une tragédie. Hein. Et il a dit ce jour-là, bah, ça a pu être pareil. Voilà ce que dit François Pinault, qui est l'un des hommes les plus riches du monde. Cette parenthèse pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'il y a des drames dans votre jeunesse qui vous forgent définitivement un caractère. Pinault, il a racheté le stade de Rennes, vous savez pourquoi? Il l'a dit. Il l'a dit en exergue. À un moment donné, j'avais fait une blague à des copains, j'avais dit Pinault, simple flic, hein, pour vous remémorer un film de Gérard Jugnot. Il a racheté le stade de Rennes à un moment donné, je crois que c'est en 98, hein, je crois, c'est ça à peu près, hein, parce qu'il y avait une sorte peut-être de vengeance. Parce que quand il est arrivé en Bretagne, quand il est revenu à faire des affaires très solides dans le négoce du bois, parce qu'il a épousé une fille de gros négociants de bois, c'est un homme qui avait un caractère d'enfer, qui était extrêmement dur en affaires, parce qu'il était le petit paysan breton, les gens le voyaient encore, le petit paysan breton du fin fond de la Bretagne qui savait à peine lire et écrire. Et c'est vrai que ces sociétés un peu de Rennes, de Lyon, et Olas, c'est un parcours similaire, je reviens sur Olas après, le méprisaient, les bourgeois établis, qui vont dans les grands clubs d'affaires, dans les grands clubs ritueliques, dans le Kiwanis, le Lyons ou autres, qui vont à la municipalité, qui vont à droite à gauche, qui font des affaires entre eux en se tapant sur leur gros ventre, en étant tout rouge. Bah Pinault, ça passait pas pour lui. Et il s'est dit, moi je vais racheter le stade de Rennes pour leur montrer à ces bourgeois qui je suis devenu. Alors bien entendu, avec l'âge, il s'est calmé. Maintenant, il a Puma, il a des marques d'enfer avec Artemis, il a des boîtes monstrueuses, des holdings avec son fils, monstrueuses. Mais il a jamais vraiment voulu investir sur le Stade Rennais pour montrer quelque part aux bourgeois qui il était devenu. Maintenant, les bourgeois de Rennes sont très en dessous de lui. Maintenant, il est avec Salma Hayek, sa belle-fille, machin et tout. Et Aulas, c'est un peu pareil. Portrait chinois de Jean-Michel Aulas. Il n'a pas été reconnu à sa juste valeur par son père. Et le deuxième drame qu'il a vécu, dans son drame narcissique, si on prend les effets psychologiques, il n'a pas aimé l'accueil que lui a fait la bourgeoisie lyonnaise. Oh là là, la bourgeoisie lyonnaise. Les familles lyonnaises. Pour en connaître quelques-unes, je peux vous dire qu'on rigole bien. C'est des gens qui vous acceptent très mal. C'est vraiment comme l'ancien régime et les aristocrates. Ah, il y a vraiment... Vous êtes du bon sang ou vous êtes du mauvais sang avec eux. C'est vraiment l'ancien régime. Et Aulas, 38 ans, dans l'informatique, c'est-à-dire un truc que les bourgeois lyonnais dans les années 80, rien compris. Ils étaient encore les soyeux, les miroitiers, les gens qui bossaient vraiment dans des fabriques, dans de l'industrie très très lourde. Voilà, donc des familles extrêmement établies, liées à la chambre de commerce, enfin des choses avec les très très familiales, des réseaux d'artistes, machin. Aulas n'avait pas été accepté à l'époque, comme Pinault. Donc il avait déjà vécu le drame paternel, et il a vécu le drame de la reconnaissance des bourgeois lyonnais quand il a repris l'Olympique lyonnais. Tout le monde se foutait de lui. Reprenez les années 80, tout le monde se foutait de sa gueule, en 87. Qu'est-ce que c'est que ce mec qui est né à l'Arbrel, qui a été à Villefranche, dans le lycée Saint-Exupéry, ce mec qui a fait un BTS d'informatique avec sa boîte de logiciels, on comprend rien, patati patata, patati patata. Et c'est vrai que quand vous êtes un mec comme lui, vous le connaissez ce mec, mais ça a boosté son énergie considérablement. Il a eu la bave aux lèvres, il a pris Tapi, l'a forgé, Tapi il lui a beaucoup appris. On n'aime pas le bonhomme, mais c'était un homme d'affaires. Il lui a beaucoup appris. Il a pris sous son aile Jean-Michel Aulas, il a beaucoup appris. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup entouré, qui a beaucoup écouté. Il avait une vengeance paternelle et face à la bourgeoisie lyonnaise. Et au fil des années, la bourgeoisie lyonnaise, vous savez, c'est comme en 40. Un jour vous étiez résistant, enfin plutôt, un jour vous étiez collabo, puis quand vous sentez que les Allemands, ça commence à se déliter un peu, tout d'un coup, le nombre de résistants est devenu exceptionnel. Ouais, on en trouvait de partout. Voilà, la magie du direct. Alors là, les 5 derniers mois, vous regarderez la guerre, les 5 derniers mois, les résistants, il y en avait partout. Partout. Plus personne n'avait bossé pour Vichy. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, on se foutait d'Aulas, et puis à un moment donné, ça grimpe, il constitue, en 89, il monte en division 1 avec Domenech, il constitue son réseau autour de gens comme Gérard Lacombe,
Marino Faccioli. Il commence à grimper, à construire une équipe, à s'entourer de gens. Il fait venir Pathé en 99, qui lui permet d'acheter Sonny Anderson, Pierre Lègle, Delmotte. Permet de constituer une équipe solide avec des Philippe Violo. Ensuite des Eric Carrière qui gagne un titre à Nantes, qui vient chez nous. Et là, ça commence à plus voir pareil les choses dans les bourgeois lyonnais. Ils changent de camp. Petit à petit, et Jean-Michel Aulas, il tient sa vengeance, il la tient. C'est l'irrésistible ascension de Jean-Michel Aulas, le fils de l'Arbrel, et qui a grandi à Villefranche, qui était snobé, qui était rien. Rien aux yeux des grandes familles lyonnaises, qui vous le font comprendre. Donc l'irrésistible ascension, maintenant, c'est Jérôme Sédou, le fils de l'école alsacienne, la grande famille Sédou, aristocrate, qui dirige Pathé d'une main de maître, avec Michel Sédou, Jérôme Sédou, des gens du cinéma très implantés dans les élites parisiennes depuis très longtemps. Et là, forcément, que les Lyonnais deviennent des petites gens. C'est les bourgeois lyonnais qui deviennent des petites gens maintenant pour les bourgeois parisiens. Donc, Aulas a réussi son pari. Il a renversé la table. Il a vaincu le monstre. Il a créé un parricide, pas contre son père, hein, un parricide contre les bourgeois lyonnais qui ne l'acceptaient pas. On le prenait pour un con, il est devenu le roi. Et le roi, en 2001, il y a Gérard Collomb qui arrive, tous goupillés en même temps. Gérard Collomb qui bataillait depuis 1983, qui était un député, maire de Vèze, qui avait du mal à progresser sur les positions, qui s'est battu pendant très très longtemps. Le natif, l'agrégé littéraire de Chalon-sur-Saône, il s'est battu, il était radical de gauche, il n'y arrivait pas, il a rasé sa moustache même. Puis à un moment donné, il a eu son tour de force. En 2001, il a réussi à prendre la municipalité. Et là, c'est la vengeance pour les deux hommes. Et ils se reconnaissent et ils se comprennent. Et ils se comprennent. Ils en ont essuyé des échecs pendant 30 ans. Ils en ont bouffé des échecs. Qu'est-ce qui se passe? Là, ils se comprennent, même langage. On va monter main dans la main, Jean-Michel. Il dit Gérard un jour. Et ils montent main dans la main. Et le peuple l'applaudit. Et la cour se constitue comme autour de Louis XIV. Sauf que la cour, elle vous enivre un moment. Elle vous enivre et puis le succès, il est là. On gagne des titres, ça marche. Le portrait chinois se constitue. Il prend de l'ampleur. Maintenant, il a de l'épaisseur, il est en relief. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, on arrive, on a Jean-Michel Tout-Puissant. Tout est oublié. Le passé n'existe plus. Il n'y a plus d'avant. Il y a un maintenant. L'histoire commence à l'arrivée de Pathé. Avant, ça n'existe plus. On balaye tout d'un revers de main. On est puissant en 99. 2001, Coupe de la Ligue. 2002, 2007, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On gagne tout. On gagne carte finale de Ligue des Champions. On gagne des coupes. Ça y va. C'est parti. On attire des stars. On attire des Giovanni Elber qui venaient du Bayern de Munich. On attire des Edmilson que Barcelone voulait. On attire des Chris qui avaient joué au Bayer Leverkusen. On attire des Coupet qui sont parmi les meilleurs gardiens du monde, qui grandissent pour devenir les meilleurs gardiens du monde, qui étaient à Saint-Etienne. On attire des gens d'Arsenal avec Wiltord. On attire Gérard Rouillet qui avait gagné la Coupe de l'UEFA avec Liverpool. On attire Paul Le Guen que tout le monde voulait. On attire des gens. On prend John Carew, qui était un buteur qui était demandé à l'époque. Malouda, extrêmement demandé. Abidal, qui avait du choix après Lille. Et là, on monte. Et là, on devient puissant. Et là, ça enivre. Et là, on est enivré de sa propre ivresse. Et Jean-Michel, on se tape dans la main. Le public et le privé sont puissants. Les deux hommes se sont vengés. Et là, Gérard, il est parti. Et puis, depuis 2008, les pieds, ils ont décollé de la terre. La terre dans laquelle, les deux pieds dans lesquels était resté François Pinault, vous n'avez plus accès à la terre. Vous êtes dans l'air permanence. Et là, Jean-Michel, maintenant, on assiste à la triste spectacle, comme en 1715. Quand l'horloge sonne, je le fais sans texte, hein, je le fais directement, je prends aucune référence. En 1715, sonne l'heure du vieux roi, Louis XIV. La cour, elle est fatiguée. La cour, elle n'en peut plus, elle a les mains rougies, enflées et plein de cloques d'avoir applaudi pendant 20 ans un triomphe. Elle est fatiguée, elle vieillit, la cour. La bourgeoisie lyonnaise, elle est fatiguée. On a déménagé de Gerland pour aller au grand stade. La cour est fatiguée, le roi est fatigué. Et maintenant, le roi, il a plus pied. Voilà. C'était un petit portrait chinois à ma sauce de Jean-Michel Aulas. C'est très important la psychologie humaine. Il n'y a pas que l'organisation, je parle souvent de ressources humaines, de management, de consulting, de machin. J'en ai beaucoup parlé dans mes éditos. La psychologie humaine, un homme d'une complexité énorme, parce qu'il est fait de contradictions, de brisures, de déchirures. C'était son diesel aussi. S'il n'avait pas eu ces déchirures et ces contradictions et ces revers de fortune,
Et cette absence d'estime, est-ce qu'il aurait été si puissant, Jean-Michel Aulas? Non. Pourquoi il se battait tout le temps avant? Il se battait pas que sur les contrats. Il se battait pas que contre la LFP. Il se battait pas que contre les arbitres. Il se battait pas que dans les transferts. Il se battait pas que à la mi-temps des vestiaires pour aller secouer l'arbitre pour lui dire t'as oublié un penalty avant la VAR. Il se battait contre, comme on disait dans le Rouge et le Noir, contre l'impuissance de sa condition sociale initiale. Avoir été méprisé par la bourgeoisie lyonnaise. Méprisé par des familles, alors qu'on a coupé des têtes en 1789 pour arrêter cette aristocratie de fait. Eh ben, il avait la haine, il avait la bave. Maintenant, on dit il avait le seum. C'est tellement dégueu comme mot, mais je le dis quand même. Voilà, c'est Jean-Michel Aulas. Mais aujourd'hui, il a plus faim. Il a plus la dalle. Donc, comme il a plus la dalle, c'est un mec, quand il a plus la dalle, c'est fini. C'est tout. Voilà, je vous laisse à ces réflexions. Je tire un hommage, c'est un énorme, énorme, énorme personnage. Mais à un moment donné, il faut tirer la révérence, le rideau doit se tirer. Et comme disait Thomas, Aulas est à mourir sur scène. Le seul qui est mort sur scène, c'est Molière. Allez, bonne journée à vous.